Pour cet épisode, je vais vous parler de ce que le général de Gaulle a qualifié de plus vieille alliance du monde, et sans doute la plus alcoolisée aussi. Je veux bien sûr parler de l'alliance entre la France et l'Écosse, l'Old Alliance. Une alliance formée contre l'ennemi commun, l'Angleterre. C'est pourquoi ce lien fut si fort. Et fait aimer le whisky, on leur a fait aimer le Bordeaux. Ils ont combattu dans nos guerres, on a combattu dans les leurs. Retour sur une alliance solide, là on parle pas de l'Union Européenne, qui a perduré près de 265 ans et qui a continué symboliquement bien après. La France et l'Écosse ont souvent eu des liens très forts au cours de leur histoire et c'est pourquoi le chroniqueur Jean de Fordin écrit au XIVe siècle que le roi d'Écosse Archaeus, je sais pas comment on prononce, qui est une sorte de roi légendaire de toute façon, aurait conclu une alliance avec les Francs de Charlemagne dès le 8e siècle. Les origines plus probables remontent au XIIe siècle, 1165, date à laquelle Guillaume le Lion, l'Écossais, adresse une ambassade au roi de France, Louis XII. Mais la première trace écrite officielle et indiscutable, c'est le traité de Paris, signé le 23 octobre 1295 entre les représentants de John Balliol, roi écossais, et de Philippe le Bel. Le traité sera officiellement ratifié 5 mois plus tard par le Parlement écossais, le 23 février 1296. C'est le début de la vieille alliance, ou plutôt de ce qu'on appelle l'Old Alliance. Et là, je dis bien Old, je prononce à la Scott, pas old à l'anglaise. Là, old, on sent bien le whisky qui est passé dans la gorge, quoi. Par la suite, le traité va être renouvelé à chaque règne au fil des siècles, c'est-à-dire plus d'une dizaine de fois au total. Par exemple, en 1326, c'est Robert de Bruce qui renouvelle l'alliance au traité de Corbeil. Et cette alliance, qui a duré, je l'ai dit, près de 265 ans, elle prend fin officiellement en 1560 lorsque les Écossais adoptent la réforme et deviennent protestants. Maudits Écossais, ils ont détruit l'Écosse. C'est le traité d'Édimbourg, le 6 juillet 1560. L'alliance formelle aura duré presque 265 ans. Je dis alliance formelle parce que dans les faits et dans les esprits surtout, elle va se prolonger, elle va durer bien plus longtemps et le lien entre les deux pays restera fort et encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors pourquoi a-t-elle duré si longtemps ? Eh bien tout simplement parce qu'elle était basée sur des fondations solides, c'est-à-dire la haine commune de l'Angleterre. Franchement, peut-on rêver de fondations plus solides ? Alors concrètement, comment s'est traduite l'Old Alliance dans les faits ? Eh bien premièrement, le but principal de cette alliance, c'est l'aspect militaire évidemment, puisque l'Écosse est en pleine lutte pour son indépendance et que les Français ne sont jamais contre une petite tuerie de roast beef. Il est mentionné dans le traité que si l'un des deux alliés est attaqué par l'Angleterre, eh bien l'autre déclare la guerre à l'Angleterre automatiquement. Ainsi, en 1299, lorsque le roi John Balliol justement est capturé, fait prisonnier par les Anglais, eh bien la France et Rome se cotisent pour payer la rançon. Donc en plus de l'aspect militaire d'intervention, il y a aussi ce côté solidaire, jusque dans les moments difficiles. C'est pendant la guerre de 100 ans que l'alliance se concrétise. En 1346 par exemple, lorsque les Écossais envahissent l'Angleterre, c'est pour soutenir la France et créer un nouveau front. Malheureusement, cette armée sera vaincue, comme souvent, malheureusement encore une fois, quand il s'agit de guerre anglo-écossaise. Mais par contre, c'est toujours fait avec style. En 1365, c'est une flotte française cette fois qui débarque près d'Édimbourg. Elle débarque une armée pour soutenir les Écossais dans leur lutte. Mais le manque de coordination fera que ça ne débouchera sur pas grand-chose, pour ne pas dire sur rien, comme souvent, là aussi, lorsque les Français débarquent en Écosse ou en Irlande. Au XVe siècle, maintenant, lors de la guerre civile entre Bourguignons et Armagnac, les Écossais prennent clairement position en faveur du dauphin Charles, le futur Charles VII, et donc position pour les Armagnacs, contre les Bourguignons qui, eux, sont alliés des Anglais. Ils créent même un corps d'archers pour soutenir et défendre le dauphin. Et ce corps d'archers va devenir la garde personnelle du roi de France, et des rois de France ensuite. Les rois de France auront une garde écossaise avant d'avoir une garde suisse. En 1421, à la bataille de Baugé, les Anglois se prennent une déculottée de la part des Français, bien aidés sur ce coup
par leurs alliés porteurs de kilt. Mais 3 ans plus tard, à la funeste bataille de Verneuil, c'est un échec cuisant. Les archers écossais sont décimés. Et pourtant, en 1429, un peu plus tard, lorsque Jeanne d'Arc vient libérer Orléans, lors du siège d'Orléans, eh bien, les archers écossais sont toujours présents à ses côtés, comme on le voit sur cette image. L'alliance perdure après la guerre de 100 ans. Les Français et les Écossais sont sans arrêt du même bord lors des guerres d'Italie, par exemple, ou bien en 1513, lorsque l'Écosse déclare à nouveau la guerre aux Anglais, mais finit vaincue à la bataille de Floddenfield. Après cette débâcle, l'influence anglaise va progressivement se renforcer, et en 1560, l'Écosse se convertit au protestantisme, ce qui représente la fin officielle de l'Old Alliance. D'ailleurs, 2 ans plus tard, les Écossais envoient même des hommes, 200, en France, en Normandie, pour soutenir les Huguenots, les protestants français, dans leur lutte contre le roi de France catholique. Mais bon, on leur en veut pas. On ne leur en veut pas parce que la fin officielle du traité n'a pas mis un terme aux liens forts qui unissent la France et l'Écosse, et ce, même après 1707, c'est-à-dire quand l'Écosse signe l'acte d'union avec l'Angleterre. L'union franco-écossaise va alors devenir symbolique, romantique même si on peut dire. La France va continuer de soutenir et de recevoir les insurgés écossais au fil du temps, comme en 1746 par exemple, lorsqu'elle soutient militairement les jacobites écossais à la bataille de Culloden. Et ils vont poursuivre ce qu'on appelle l'échange démographique. L'échange démographique, c'est quoi ? Eh bien, ça commence pendant la guerre de 100 ans, lorsque Louis XII naturalise les archers écossais que les Écossais ont envoyés en France, qui deviennent ainsi sujets du roi de France. Et plus tard, la régente d'Écosse, Marie de Guise, va en faire de même en naturalisant tous les sujets français qui résident en Écosse. Et cette double nationalité systématique, elle va perdurer même jusqu'en 1906. Elle va perdurer très longtemps. C'est pour vous dire que l'Alliance a été bien plus loin que son cadre officiel. Et en plus d'avoir été militaire, politique, stratégique, démographique, elle a aussi été culturelle, avec des échanges d'universitaires, et économique, avec des tarifs préférentiels entre les deux pays. Et d'ailleurs, sur ce point, sur le point du volet culturel et économique aussi, j'ajouterais l'échange de gnôles, quand même. Ça, c'était très important parce que cette alliance nous a permis d'importer beaucoup de whisky, mais nous, elle nous a permis d'exporter pas mal de vins. Et les Écossais raffolaient des vins de Bordeaux qu'ils appelaient le claret d'ailleurs, au point que ça devienne la boisson nationale écossaise à l'époque, devant le whisky, s'il vous plaît. Les liens sont si forts entre les deux pays qu'une Écossaise a même régné en France. Il s'agit de Mary Stuart. Elle est née en Écosse en 1542, puis elle a été transférée en France à l'âge de 6 ans alors que son pays était envahi par les Anglais. Et puis suite à un accord bilatéral, elle a été promise au dauphin François, futur François II. Le mariage, il a eu lieu en 1558 et un an plus tard, François II va commencer son règne. Mary Stuart deviendra donc reine de France. Malheureusement, ça ne durera même pas 2 ans puisque François II va mourir en 1560. 1560, c'est aussi la date où l'Écosse se convertit au protestantisme. Néanmoins, ça n'a fait que renforcer les liens et l'union symbolique entre les deux pays, créant au fil des siècles un véritable mythe franco-écossais. Si l'alliance prend fin, je l'ai dit, en 1560, elle a continué dans les esprits au travers de certains faits. Alors je l'ai dit, l'aide aux insurgés, les lettres de naturalité, l'échange démographique, les échanges culturels et universitaires qui ont continué, et même pendant la Grande Guerre, le mythe a aidé. Il a aidé, par exemple, à accepter l'alliance anglaise, la triple entente, parce qu'on avait un peu honte de leur serrer la main quand même aux Anglais et d'être de leur côté. Alors on se disait, pour se rassurer, l'Écosse, ça fait maintenant partie du Royaume-Uni, alors ça passe. Ça passe, mais on finissait quand même par se laver les mains après. Et puis ça a servi au général de Gaulle aussi en 1942. Bon, déjà il y a son fameux discours d'Édimbourg où il déclare: dans chacun des combats où pendant 5 siècles le destin de la France fut en jeu, il y eut toujours des hommes d'Écosse pour combattre côte à côte avec les hommes de France. Et ce prétexte lui a servi également à autoriser des paras français à être réunis au SAS britannique. Pourquoi ? Parce que leur commandant était un Écossais. Pour finir sur un aspect assez amusant, l'historienne Siobhan Talbot a fait de grandes recherches sur tous ces traités, tous ces documents, des liens qui unissaient les deux pays, et elle a fini par conclure qu'en soi, formellement, l'alliance franco-écossaise de 1296 n'avait jamais été explicitement rompue. Ça ferait donc plus de 700 ans que
que ça dure. Voilà tant de raisons qui nous permettent de qualifier l'Old Alliance de plus vieille alliance du monde. Et je terminerai cet épisode par une très belle citation du poète français Alain Chartier qui, en 1428, nous dit « L'Old Alliance n'a pas été écrite sur un parchemin de peau de brebis, mais gravée sur la peau d'homme, tracée non par l'encre, mais par le sang. » Allez, vive la France, gloire à nos amis écossais et à bientôt.